Bonsoir à tous, bienvenue sur D8, ravie d'être avec vous pour une nouvelle lecture ensemble. Merci d'être fidèles à Voyage au bout de la nuit et vous le savez, vous pouvez réagir dès à présent et tout au long de l'émission avec le hashtag VBN. Je serai ravie de vous répondre dès la fin de ma lecture de ce soir. Alors, justement, nous passons la soirée avec Stendhal et son essai De l'amour publié en 1822. Je vous ai lu 20 chapitres déjà, mais rassurez-vous, ils sont très courts, c'est seulement quelques lignes. L'essai est divisé en 2 livres. Le premier que nous lisons ensemble maintenant se consacre à l'analyse psychologique du sentiment amoureux. Sachez que dans cet essai, Stendhal nous livre aussi quelques souvenirs personnels puisqu'il exprime sa passion malheureuse avec Mathilde Dubowski. Et c'est dans cet ouvrage qu'il invente et décrit le célèbre phénomène de la cristallisation. Alors, nous reprenons ensemble toujours le livre premier au chapitre 21. N'hésitez pas donc à réagir dès à présent. Je vous le rappelle, hashtag VBN. Je vous souhaite un très agréable moment. De la première vue. Une âme à imagination est tendre et défiante. Je dis même l'âme la plus naïve. Elle peut être méfiante sans s'en douter. Elle a trouvé tant de désappointements dans la vie. Donc, tout ce qui est prévu et officiel dans la présentation d'un homme effarouche l'imagination et éloigne la possibilité de la cristallisation. L'amour triomphe au contraire dans le romanesque, à la première vue. Rien de plus simple. L'étonnement qui fait longuement songer à une chose extraordinaire est déjà la moitié du mouvement cérébral nécessaire pour la cristallisation. Je citerai le commencement des amours de Séraphine. C'est Don Fernando qui raconte sa fuite lorsqu'il était poursuivi par les sbires de l'Inquisition. Après avoir traversé quelques allées dans une obscurité profonde et la pluie continuant à tomber par torrents, j'arrivai près d'un salon dont je trouvai la porte ouverte. J'y entrai et quand j'en eus remarqué toute la magnificence, je vis qu'il y avait à l'un des côtés une porte qui n'était que poussée. Je l'entrouvris et j'aperçus une enfilade de chambres dont la dernière seulement était éclairée. Que dois-je faire ? dis-je alors en moi-même. Je ne pus résister à ma curiosité. Je m'avance, je traverse les chambres et j'arrive à celle où il y avait de la lumière. C'est-à-dire une bougie qui brûlait sur une table de marbre dans un flambeau de vermeil. Mais bientôt, jetant les yeux sur un lit dont les rideaux étaient à demi ouverts à cause de la chaleur, je vis un objet qui s'empara de toute mon attention. C'était une jeune femme qui, malgré le bruit du tonnerre qui venait de se faire entendre, dormait d'un profond sommeil. Je m'approchai d'elle, je me sentis saisie. Pendant que je m'enivrais du plaisir de la contempler, elle se réveilla. Imaginez-vous quelle fut sa surprise de voir dans sa chambre et au milieu de la nuit un homme qu'elle ne connaissait point. Elle frémit en m'apercevant et jeta un genou à terre avec un cri. Je m'efforçai de la rassurer. « Madame, lui dis-je, ne craignez rien. » Elle appela ses filles. Devenue un peu plus hardie par la présence de cette petite servante, elle me demanda fièrement qui j'étais, etc. Voilà une première vue qu'il n'est pas facile d'oublier. Quoi de plus sot, au contraire, dans nos mœurs actuelles, que la présentation officielle et presque sentimentale du futur à la jeune fille. Cette prostitution légale va jusqu'à choquer la pudeur. Je viens de voir cet après-midi, 17 février 1790, une cérémonie de famille, comme on dit, c'est-à-dire des hommes réputés, honnêtes, une société respectable, applaudir au bonheur de mademoiselle de Marie, jeune personne, belle, spirituelle, vertueuse, qui obtient l'avantage de devenir l'épouse de Monsieur R, vieillard malsain, repoussant, malhonnête, imbécile, mais riche, et qu'elle a vu pour la 3e fois aujourd'hui en signant le contrat. Si quelque chose caractérise un siècle infâme, c'est un pareil sujet de triomphe. C'est le ridicule d'une telle joie. Et dans la
perspective de la cruauté prude avec laquelle la même société versera le mépris à pleine main sur la moindre imprudence d'une pauvre jeune femme amoureuse. Tout ce qui est cérémonie par son essence d'être une chose affectée est prévu d'avance, dans laquelle il s'agit de se comporter d'une manière convenable, paralyse l'imagination et ne la laisse éveiller que pour ce qui est contraire au but de la cérémonie, et ridicule de là l'effet magique de la moindre plaisanterie. Une pauvre jeune fille, comblée de timidité et de pudeur souffrante, durant la présentation officielle du futur, ne peut songer qu'au rôle qu'elle joue. C'est encore une manière sûre d'étouffer l'imagination. Il est beaucoup plus contre la pudeur de se mettre au lit avec un homme qu'on n'a vu que 2 fois, après 3 mots latins dits à l'église, que de céder malgré soi à un homme qu'on adore depuis 2 ans. Mais je parle un langage absurde. C'est le papisme qui est la source féconde des vices et du malheur qui suivent nos mariages actuels. Il rend impossible la liberté pour les jeunes filles avant le mariage et le divorce après, quand elles se sont trompées, ou plutôt quand on les a trompées dans le choix qu'on leur fait faire. Voyez l'Allemagne, ce pays des bons ménages, une aimable princesse, même la duchesse de Sagan vient de s'y marier, en tout bien et tout honneur pour la 4e fois. Et elle n'a pas manqué d'inviter à la fête ses 3 premiers maris avec lesquels elle est très bien. Voilà l'excès. Mais un seul divorce qui punit un mari de ses tyrannies empêche des milliers de mauvais ménages. Ce qu'il y a de plaisant, c'est que Rome est l'un des pays où l'on voit le plus de divorces. L'amour aime, à la première vue, une physionomie qui indique à la fois dans un homme quelque chose à respecter et à plaindre. Chapitre 20. Et donc, excusez-moi, nous passons au chapitre 22. Je vous l'avais dit, les chapitres sont très courts. Chapitre 22 intitulé « De l'engouement ». Des esprits fort délicats sont très susceptibles de curiosité et de prévention. Cela se remarque surtout dans les âmes chez lesquelles s'est éteint le feu sacré, source des passions. Et c'est l'un des symptômes les plus funestes. Il y a aussi de l'engouement chez les écoliers qui entrent dans le monde, aux 2 extrémités de la vie, avec trop ou trop peu de sensibilité. On ne s'expose pas avec simplicité à sentir le juste effet des choses, à éprouver la véritable sensation qu'elles doivent donner. Ces âmes trop ardentes ou ardentes par accès, amoureuses à crédit, si l'on peut ainsi dire, se jettent aux objets au lieu de les attendre. Avant que la sensation, qui est la conséquence de la nature des objets, arrive jusqu'à elles, elles les couvrent de loin et, avant de les voir, de ce charme imaginaire dont elles trouvent en elles-mêmes une source inépuisable. Puis, en s'en approchant, elles voient ces choses, non telles qu'elles sont, mais telles qu'elles les ont faites. Et jouissant d'elles-mêmes, sous l'apparence de tel objet, elles croient jouir de cet objet. Mais un beau jour, on se lasse de faire tous les frais. On découvre que l'objet adoré ne renvoie pas la balle. L'engouement tombe, et l'échec qu'éprouve l'amour-propre rend injuste envers l'objet trop apprécié. Chapitre 23, des coups de foudre. Il faudrait changer ce mot ridicule. Cependant, la chose existe. J'ai vu l'aimable et nomme Wilhelmine, le désespoir des beaux de Berlin, mépriser l'amour et se moquer de ses folies. Brillante de jeunesse, d'esprit, de beauté, de bonheur de tous les genres, une fortune sans bornes, en lui donnant l'occasion de développer toutes ses qualités, semblait conspirer avec la nature pour présenter au monde l'exemple si rare d'un bonheur parfait, accordé à une personne qui en est parfaitement digne. Elle avait 23 ans. Déjà à la cour depuis longtemps, elle avait éconduit les hommages du plus haut parage. Sa vertu modeste, mais inébranlable, était citée en exemple et désormais les hommes les plus aimables, désespérant de lui plaire,
n'aspirait qu'à son amitié. Un soir, elle va au bal chez le prince Ferdinand. Elle danse 10 minutes avec un jeune capitaine. De ce moment, écrivait-elle par la suite à une amie, « Il fut le maître de mon cœur et de moi, et cela à un point qui m'eût rempli de terreur si le bonheur de voir Hermann m'eût laissé le temps de songer au reste de l'existence. Ma seule pensée était d'observer s'il m'accordait quelque attention. Aujourd'hui, la seule consolation que je puisse trouver à mes fautes est de me bercer de l'illusion qu'une force supérieure m'a ravi à moi-même et à la raison. Je ne puis par aucune parole peindre, d'une manière qui approche de la réalité, jusqu'à quel point seulement à l'apercevoir, à l'air le désordre et le bouleversement de tout mon être. Je rougis de penser avec quelle rapidité et quelle violence j'étais entraînée vers lui. Si sa première parole, quand enfin il me parla, eût été « M'adorez-vous » En vérité, je n'aurais pas eu la force de ne pas lui répondre « Oui ». J'étais loin de penser que les effets d'un sentiment puissent être à la fois si subis et si peu prévus. Ce fut au point qu'un instant je crus être empoisonnée. Malheureusement, vous et le monde, ma chère amie, savez que j'ai bien aimé Hermann. Eh bien, il me fut si cher au bout d'un quart d'heure que depuis, il n'a pas pu me le devenir davantage. Je voyais tous ses défauts et je les lui pardonnais tous, pourvu qu'il m'aimait. Peu après que j'eus dansé avec lui, le roi s'en alla. Hermann, qui était du détachement de service, fut obligé de le suivre. Avec lui, tout disparut pour moi dans la nature. C'est en vain que j'essaierai de vous peindre l'excès de l'ennui dont je me sentis accablée dès que je ne le vis plus. Il n'était égalé que par la vivacité du désir que j'avais de me trouver seule avec moi-même. Je pus partir enfin. À peine fermée, à double tour dans mon appartement, je voulus résister à ma passion. Je crus y réussir. À ma chère amie que je payais cher ce soir-là, et les journées suivantes, le plaisir de pouvoir me croire de la vertu. Ce que l'on vient de lire est la narration exacte d'un événement qui fut la nouvelle du jour, car au bout d'un mois ou deux, la pauvre Wilhelmine fut assez malheureuse pour qu'on s'aperçût de son sentiment. Telle fut l'origine de cette longue suite de sentiments. Telle fut l'origine de cette longue suite de malheurs qui l'ont fait périr si jeune et d'une manière si tragique. Empoisonné par elle ou par son amant, tout ce que nous pûmes voir dans ce jeune capitaine, c'est qu'il dansait fort bien. Il avait beaucoup de gaieté, encore plus d'assurance, un grand air de bonté, et vivait avec des filles du reste, à peine nobles, fort propres, et venant pas à la cour. Non seulement il ne faut pas la méfiance, mais il faut la lassitude de la méfiance, et pour ainsi dire, l'impatience du courage contre les hasards de la vie. L'âme, à son insu, ennuyée de vivre sans aimer, convaincue malgré elle par l'exemple des autres femmes, ayant surmonté toutes les craintes de la vie, mécontente du triste bonheur de l'orgueil, s'est fait, sans s'en apercevoir, un modèle idéal. Elle rencontre un jour un être qui ressemble à ce modèle. La cristallisation reconnaît son objet au trouble, qui l'inspire et consacre pour toujours au maître de son destin, ce qu'elle rêvait depuis longtemps. Les femmes sujettes à ce malheur ont trop de hauteur dans l'âme pour aimer autrement que par passion. Elles seraient sauvées si elles pouvaient s'abaisser à la galanterie. Comme le coup de foudre vient d'une secrète lassitude, de ce que le catéchisme appelle la vertu et de l'ennui que donne l'uniformité de la perfection, je croirais assez qu'il doit tomber le plus souvent sur ce qu'on appelle dans le monde de mauvais sujets. Je doute fort que l'ère Caton ait jamais occasionné de coup de foudre. Ce qui les rend si rares, c'est que si le cœur qui aime ainsi d'avance a le plus petit sentiment de sa situation, il n'y a plus de coup de foudre. Une femme rendue méfiante par les malheurs n'est pas susceptible de cette révolution de l'âme. Rien ne facilite les coups de foudre
comme les louanges données d'avance et par des femmes à la personne qui doit en être l'objet. Une des sources les plus comiques des aventures d'amour, ce sont les faux coups de foudre. Une femme ennuyée mais non sensible se croit amoureuse pour la vie pendant toute une soirée. Elle est fière d'avoir enfin trouvé un de ces grands mouvements de l'âme après lesquels courait son imagination. Le lendemain, elle ne sait plus où se cacher et surtout, comment éviter le malheureux objet qu'elle adorait la veille. Les gens d'esprit savent voir, c'est-à-dire mettre à profit ces coups de foudre-là. L'amour physique a aussi ses coups de foudre. Nous avons vu hier la plus jolie femme et la plus facile de Berlin à rougir tout à coup dans sa calèche, où nous étions avec elle. Le beau lieutenant Findorf venait de passer. Elle est tombée dans la rêverie profonde, dans l'inquiétude. Le soir, à ce qu'elle m'avoua au spectacle, elle avait des folies, des transports. Elle ne pensait qu'à Findorf, auquel elle n'a jamais parlé. Si elle eût osé, me disait-elle, elle l'eût envoyé chercher. Ces jolies figures présentaient tous les signes de la passion la plus violente. Cela durait encore le lendemain, au bout de 3 jours. Et Findorf, ayant fait le nigaud, elle n'y pensa plus. 1 mois après, il lui était odieux. Chapitre 24. Voyage dans un pays inconnu. Je conseille à la plupart des gens nés dans le Nord de passer le présent chapitre. C'est une dissertation obscure sur quelques phénomènes relatifs à l'oranger, arbre qui ne croît ou qui ne parvient à toute sa hauteur qu'en Italie et en Espagne. Pour être intelligible ailleurs, j'aurais dû diminuer les faits. C'est à quoi je n'aurais pas manqué si j'avais eu le dessein un seul instant d'écrire un livre généralement agréable. Mais le ciel m'ayant refusé le talent littéraire, j'ai uniquement pensé à décrire avec toute la maussaderie de la science, mais aussi avec toute son exactitude, certains faits dont un séjour prolongé dans la patrie de l'oranger m'a rendu l'involontaire témoin. Frédéric le Grand, ou tel autre homme distingué du Nord, qui n'a jamais eu l'occasion de voir l'oranger en pleine terre, m'aurait sans doute nié les faits suivants et nié de bonne foi. Je respecte infiniment la bonne foi et je vois son pourquoi. Cette déclaration sincère, pouvant paraître de l'orgueil, j'ajoute la réflexion suivante. Nous écrivons au hasard chacun ce qui nous semble vrai et chacun dément son voisin. Je vois dans nos livres autant de billets de loterie. Ils n'ont réellement pas plus de valeur. La postérité, en oubliant les uns et réprimant les autres, déclarera les billets gagnants. Jusque-là, chacun de nous ayant écrit de son mieux ce qui lui semble vrai, n'a guère de raison de se moquer de son voisin. À moins que la satire ne soit plaisante, auquel cas, il a toujours raison, surtout s'il écrit comme M. Courrier Adèle Fourilla. Après ce préambule, je vais entrer courageusement dans l'examen de faits qui, j'en suis convaincue, ont rarement été observés à Paris. Mais enfin à Paris, ville supérieure à toutes les autres, sans doute, l'on ne voit pas des orangers en pleine terre comme à Sorrento. Et c'est à Sorrento, la patrie du Tasse, sur le golfe de Naples, dans une position à mi-côte sur la mer, plus pittoresquement encore que celle de Naples elle-même, mais où on ne lit pas le miroir, que Lisio Visconti a observé et noté les faits suivants. Lorsqu'on doit voir le soir la femme qu'on aime, l'attente d'un si grand bonheur rend insupportable tous les moments qui en séparent. Une fièvre dévorante fait prendre et quitter 20 occupations. L'on regarde sa montre à chaque instant et l'on est ravi quand on voit qu'on a pu faire passer 10 minutes sans la regarder. L'heure tant désirée sonne enfin, et quand on est à sa porte, prêt à frapper, l'on serait aise de ne pas la trouver. Ce n'est que par la réflexion qu'on s'en affligerait. En un mot, l'attente de la voir produit un effet désagréable. Voilà de ces choses qui font dire aux bonnes gens que l'amour déraisonne. C'est que l'imagination, retirée violemment de rêveries délicieuses où chaque pas
produit le bonheur est ramené à la sévère réalité. L'âme tendre sait bien que dans le combat, qui va commencer aussitôt que vous la verrez, la moindre négligence, le moindre manque d'attention ou de courage sera puni par une défaite empoisonnant pour longtemps les rêveries de l'imagination. Et hors de l'intérêt de la passion, si l'on cherchait à s'y réfugier, humiliante pour l'amour-propre, on se dit « J'ai manqué d'esprit, j'ai manqué de courage ». Mais l'on a du courage en faire ce qu'on aime qu'en l'aimant moins. Ce reste d'attention que l'on arrache avec tant de peine aux rêveries de la cristallisation fait que dans les premiers discours à la femme qu'on aime, il échappe une foule de choses qui n'ont pas de sens ou qui ont un sens contraire à ce qu'on sent ou, qui est plus poignant encore, on exagère ses propres sentiments et ils deviennent ridicules à ses yeux. Comme on sent vaguement qu'on ne fait pas assez d'attention à ce qu'on dit, un mouvement machinal fait soigner et charger la déclamation. Cependant, l'on ne peut pas se taire à cause de l'embarras du silence, durant lequel on pourrait encore moins songer à elle. On dit donc d'un air senti une foule de choses qu'on ne sent pas et qu'on serait bien embarrassé de répéter. L'on s'obstine à se refuser à sa présence pour être encore plus à elle. Dans les premiers moments que je connus l'amour, cette bizarrerie que je sentais en moi me faisait croire que je n'aimais pas. Je comprends la lâcheté, et comme les conscrits se tirent de la peur en se jetant à corps perdu au milieu du feu. Le nombre des sottises que j'ai dites depuis 2 ans, pour ne pas me taire, me met au désespoir quand j'y songe. Voilà qui devrait bien marquer aux yeux des femmes la différence de l'amour-passion et de la galanterie, de l'âme tendre et de l'âme prosaïque. C'était un mot de Léonore. Et nous poursuivrons cet essai de l'amour de Stendhal dès notre prochain voyage ensemble. Alors, je bouge pas de ce canapé et je vous dis rendez-vous à très bientôt. Merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à réagir, vous le savez, #VBN. Je vous souhaite une très belle fin de nuit pour ceux qui se couchent, une belle journée au lève tôt et à très bientôt sur Voyage au bout de la nuit. Belle journée sur D8.